Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Moi haut de la terre, menez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère... Et oui, Alain Delon et Charles Aznavour sur Sud Radio, deux légendes qui occupent une place à part dans le paysage culturel francophone. André Berkoff, un hommage exceptionnel leur sera rendu les 28 et 23 novembre prochains au Palais des Congrès de Paris, André. Oui, c'est très 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 beau. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire deux ciné-concerts symphoniques. D'abord Delon, le 8 novembre, Alain Delon, les films d'Alain Delon, en tout cas la musique d'un certain nombre de films d'Alain Delon. D'ailleurs, vous les citez, Céline, du Samouraï, La piscine, Borsalino, Le Guépard, Monsieur Klein, Le Cercle Rouge, Plein Soleil. C'est extraordinaire. Les très grands chefs-d'œuvre qu'a fait Delon. Je veux dire, il a fait des films qui étaient moins peut-être d'une autre qualité, mais enfin, quand on voit Rocco et ses frères, Mélodie en sous-sol, La Veuve Coudert, Le Gitan, etc., pour La peau d'un flic. Et voilà, ça, donc, le 8 novembre, et c'est vrai que ça va être formidable, parce que Delon, voilà, c'était le dernier grand, enfin, de ce cinéma français fabuleux. Et puis évidemment, Charles Aznavour. Palais des Congrès. Alors lui, le chanteur, l'interprète, l'acteur aussi, puisque ça a été un excellent, formidable acteur de cinéma. Et voilà, et des interprétations effectivement des grands succès de Charles Aznavour, réarrangé en symphonique sous la direction du chef d'orchestre Varan Mardi-Rossian. C'est absolument formidable. C'est-à-dire, je vais vous dire, ne ratez pas, en tout cas, si vous venez à Paris à ce moment-là, que vous venez de partout, ne ratez pas les 8 et 23 novembre. Delon, les musiques, Charles Aznavour, les chansons, les musiques, et puis plusieurs interprètes, et on va en parler, qui vont les célébrer. Et oui, pour parler de ces deux monstres sacrés, André Berkoff, eh bien, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec le producteur de légende Norbert Saada, la grande amie d'Alain Delon, Véronique de Villèle, et l'un des fils de Charles Aznavour, à savoir Michard Aznavour, qui est coproducteur donc de ce spectacle dont vous avez parlé. André Berkoff, effectivement, est directeur artistique. Alors à tout de suite, restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, bande-annonce du ciné-concert consacré aux grandes mélodies des films d'Alain Delon, qui aura lieu donc prochainement au Palais des Congrès de Paris, le 8 novembre précisément, André Berkoff. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir deux personnalités qui ont œuvré à la création de ce spectacle, en hommage au dernier samouraï, à savoir donc le producteur Norbert Saada et la grande amie d'Alain Delon, Véronique de Villèle, qui a aussi cofondé donc la Fondation Recherche Alzheimer, dont Alain Delon a été le président pendant 20 ans. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Alors expliquez-nous quelle a été la genèse de ce spectacle, Véronique, Norbert, dites-nous. Dans un premier temps, c'est Thierry Chabreau qui avait l'idée de monter ce spectacle, et puis il n'y arrivait pas pour des raisons diverses. Il m'a rencontré, on a parlé longuement, il m'a expliqué son projet. J'ai réfléchi un moment et puis j'ai dit, ce projet peut se faire qu'avec quelqu'un de proche d'Alain, mon ami Véronique de Villèle, d'autant plus qu'Alain, en plus, était président d'honneur de la Fondation Alzheimer. J'ai appelé Véronique, on s'est réunis tous les trois, et de là est parti le projet de faire ensemble cette soirée, j'espère qu'elle sera magnifique, hommage à Alain Delon. Voilà. Et oui, Véronique de Villèle, on peut dire qu'entre vous et Alain Delon, ça a été une très belle histoire d'amitié pendant plus de 50 ans, c'est ça ? Oui, absolument, 55 ans même. D'abord, il faut le savoir, j'ai été l'assistante de Mireille Darc pendant plus de 20 ans et automatiquement l'assistante d'Alain. Et je ne les ai pas quittés pendant 45 ans. Ça a été, c'était de la folie, quoi. Voilà, de la folie. Je ne les ai pas quittés une seconde de tout ce qu'ils faisaient.
Donc c'est une grande, grande amitié. Et quand effectivement, ce que vient de dire Norbert, qui est très juste, il m'a appelé avec le producteur Thierry Chabreau, j'ai tout de suite dit oui, pour essayer d'aider à mon modeste niveau. Et oui, parce que cette soirée, il faut le préciser, elle est au profit de la Fondation Recherche à Alzheimer. Alain Delon était très investi dans cette cause, Véronique de Villèle. Oui, il était très investi parce que le jour où le docteur de la Doucette, qui est le président de la Fondation, a monté cette association qui est devenue une fondation, Olivier de la Doucette m'a dit: est-ce que tu veux être près de moi, est-ce que tu peux t'en occuper avec moi, etc. Donc on a lancé cette opération, mais moi j'ai dit à Olivier de la Doucette, si on veut une belle fondation, il faut mettre un bon contenu et beaucoup de gens connus dans la salle pour qu'on ait la presse avec nous. Donc j'ai appelé Alain Delon, j'étais avec le docteur de la Doucette, je lui ai dit: est-ce que tu accepterais d'être le président d'honneur? Il m'a dit: tout ce que tu veux. Et à partir de ce jour-là, pendant 20 ans, il ne nous a jamais failli, jamais. Il a été là, il est monté sur scène. Moi, j'ai l'honneur de présenter cette soirée depuis 20 ans à l'Olympia ou ailleurs. Et c'était des moments magiques avec lui. Il s'est adressé au public en leur disant que cette maladie était un fléau, qu'il fallait aider la recherche. Et quand c'est Alain Delon qui vous dit ça, je vous promets qu'on a envie de l'aider. Et oui. Donc voilà. Il faut le préciser, effectivement, cette maladie est un véritable fléau. Elle touche 1 million de personnes et chaque année, 225 000 nouveaux cas sont déclarés. Un malade sur 2 n'est pas diagnostiqué, d'où l'importance effectivement de la prévention. Ah oui, parce que c'est fou, tous ces malades dont vous parlez, il faut savoir que dans le monde, il y a 35 millions de personnes touchées. Et on oublie de citer à chaque fois aussi les personnes, les familles. Quand il arrive un drame dans une famille, c'est vraiment un drame. Et nous avons Véronique de Villèle, oui, c'est tout à fait exact. Et nous avons d'ailleurs tous des amis très chers, enfin moi j'en ai, qui sont atteints de cela, et vraiment c'est terrifiant. Mais je voudrais revenir aussi, Norbert Saada, alors vous, à votre amitié avec Delon. Vous l'avez, je veux dire, comment s'est fait cette amitié, et surtout vous avez fait produire plusieurs films. Au départ, j'arrivais de Tunisie, et comme beaucoup de gens de ma génération, beaucoup, quand on aimait beaucoup la musique et le cinéma, on traînait à Saint-Germain, rue Saint-Benoît, il y avait toute une bande de jeunes qui étaient là, Belmondo, Brialy, Brasseur, Distel qui joue au Club Saint-Germain de la guitare, et j'ai rencontré Alain. Et Alain venait de commencer au cinéma, et par une coïncidence de la vie... Il tournait déjà. Il avait déjà tourné un film avec Allégret. D'accord. Et puis, par une coïncidence de la vie, mon père avait acheté un petit hôtel quand il est parti de Tunisie, dont je faisais le veilleur de nuit. Et il avait habité dans cet hôtel. Donc ça nous a fait rire. Et après, il m'a dit: t'as fait les trousseaux? Je lui ai dit oui. Il m'a dit: moi j'ai vendu les trousseaux avec tes amis Roger Gozlan et Raymond Lataf. Et de là, donc c'est en 55, 57, 58, on s'est retrouvés, on s'est toujours resté amis pendant des années. Quand je faisais pas encore de cinéma, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'allais le voir quand il tournait la Tulipe Noire à Madrid. Enfin, on est resté vraiment amis proches. Et la vie a fait qu'un jour on s'est retrouvés, on a fait du cinéma ensemble. Voilà. Vous avez fait combien de films? Vous avez fait. Au générique, je dois avoir fait 4 ou 5 films, mais physiquement, j'ai dû en faire 6 ou 7 avec lui. Et oui, vous avez fait notamment Monsieur Klein, Mordin pourri, Attention les enfants regardent et Armageddon. Alors Norbert Saada, de quoi sera fait ce spectacle et quels seront justement les thèmes musicaux joués? On a choisi 19 extraits de films importants d'Alain. Et comme disait tout à l'heure André Berkoff, contrairement à ce que les gens s'imaginent, il a fait vraiment beaucoup de grands films. Oui. Et d'en choisir 19, ça n'a pas été facile. Et Anthony, justement, m'avait fait rire un jour. Je lui avais envoyé la liste. Il m'a dit: tiens, oubliez Zorro. Et ces 19 extraits vont être joués par qui? L'orchestre symphonique, 80 musiciens, va jouer à chaque fois le thème d'un extrait qui passe. Ah oui. L'extrait va passer à l'écran. Oui, l'extrait va passer de 3 minutes à chaque fois, chaque film. Et pendant l'extrait, l'orchestre jouera l'extrait du film, la musique du film. Et oui. La musique, on peut dire qu'elle a toujours tenu une place importante dans ces films. Vous savez, moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'il était très intéressé par la musique, parce que j'ai vécu 2 moments avec lui où je me suis rendu compte qu'il s'intéressait beaucoup. Quand on a fait Mordin pourri, je vais le voir, je lui ai dit: Alain, ça serait bien qu'on prenne Stan Getz, parce que c'était une de mes idoles quand je faisais de la musique de jazz. Il m'a dit, voilà, et il m'a dit: vas-y. Donc Stan Getz a fait Mordin pourri, et quand on a fait Armageddon, je suis allé le voir, j'ai dit: écoute, j'ai écouté ce matin un musicien incroyable qui relance le tango, c'est Astor Piazzolla, Liber Tango. Il m'a dit: allons-y. Et Piazzolla a fait la musique et après il a travaillé avec Morricone, avec Michel Legrand, avec François Droubet, avec
avec tous les grands, c'est pas, il n'a pas d'exception de grands musiciens avec qui il n'a pas travaillé. Effectivement, tous les plus grands compositeurs, comme vous le dites, Norbert Saada, ont collaboré avec lui. Alors notamment, vous venez de dire Ennio Morricone, qui a signé ce thème musical, l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, Le Clan des Siciliens. C'est un génie, Morricone. C'est le plus grand musicien du film que je connaisse. Un phénomène, un grand. Eh oui, Sublime, un film d'Henri Verneuil sorti en 1969. C'était la première et unique fois que l'on retrouvait sur une même affiche Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura. C'est impressionnant, ouais. Gabin qui était l'idole d'Alain. Et Gabin d'ailleurs appelé Alain le môme quand moi j'ai travaillé un peu sur deux hommes dans la ville et il appelait le môme. Et Gabin, Alain, pour lui, Gabin, c'était le grand patron. Et donc, il était content de tourner avec Gabin et Lino. Ah oui. Véronique de Villèle, est-ce que ce film vous interpelle ? Non seulement il m'interpelle, mais j'ai assisté aussi beaucoup à tous les tournages avec Alain, que ce soit au studio de la Victorine à Nice, que ce soit à l'étranger. J'étais là, moi j'ai connu Alain sur le film La Piscine. Donc vous imaginez, ça date pas d'hier. Ah oui, Romy Schneider, ouais. Romy Schneider, c'était franchement un film. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Alain. Mireille partait en fait avec lui. Et Mireille m'a dit, il faut que tu me suives en voiture parce que je veux ma voiture sur place. Donc je suis partie toute seule, je venais à peine d'avoir 18 ans, en voiture et j'ai suivi Alain Delon et Mireille Darc, mais j'avais toujours pas dit bonjour à Alain. Et on s'est arrêté sur une autoroute pour déjeuner. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, alors c'est toi Véro. Et à partir de ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Jamais. Quels sont vos plus beaux, jolis souvenirs avec lui ? Elle a oublié de dire qu'Alain l'appelait son fétiche. Véronique était le fétiche d'Alain. Non, mais moi, mes plus beaux souvenirs, on me demande quelquefois cette phrase, mais j'ai du mal à vous dire, parce que j'en ai tellement des bons. Moi, j'ai des souvenirs magnifiques à Douchy, évidemment, cette maison qui a été faite intégralement par Mireille et par moi, je le dis sans prétention. Et puis ma rencontre avec Anthony que j'adore toujours aujourd'hui. Anthony vient de fêter ses 60 ans, ça fait 60 ans que je le connais. Je l'ai connu tout petit. Et aujourd'hui, moi, il me fait penser à Alain, parce que je trouve qu'il est bien dans sa peau, il est droit dans ses bottes, il est honnête et il a une parole. Et les gens qui ont de la parole aujourd'hui, il y en a peu. Et Delon, qui était la personne la plus fidèle que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Il avait le culte de l'amitié comme personne. Je crois qu'Anthony est pareil. Je voudrais juste, moi, je n'ai pas connu, j'ai pas du tout connu Alain Delon, mais je vais vous dire, j'étais absolument frappé parce qu'il n'avait pas à le faire. J'étais à l'époque à François Papy. Je parle il y a une vingtaine d'années, 25 ans, et il jouait au théâtre et une fois c'était au cinéma et j'avais fait 2 critiques. Et puis, je coup de fil, bonjour, je suis Alain Delon. Et je ne le connais pas, je lui dis, bon, c'est une plaisanterie, enfin bon. Et après, il m'a parlé, et c'était formidable, parce qu'il réagissait, il m'a dit, écoutez, j'ai lu, voilà, je voulais vous dire ça et ça et ça. Et j'ai été, oui, j'ai dit, parce que je ne connaissais pas du tout, il n'avait pas à m'appeler. Et voilà, ça m'a touché qu'il réagisse et qu'il parle, qu'il ne dit pas merci ou tout ça, mais qu'il en parle, quoi. Je ne suis pas surprise. Ouais. Je ne suis pas surprise du tout. Quels sont les derniers mots que vous avez pu échanger avec lui, Véronique de Villèle ? Alors les derniers mots, c'était d'abord il faut savoir, j'avais des messages de lui, des SMS 2 à 3 par semaine. Donc mon portable, imaginez, en est envahi. Et c'était réciproque. Par exemple, j'allais sur la tombe de Mireille Darc à Montparnasse, je faisais une photo, je lui envoyais, je lui dis regarde notre Mimi, elle vous protège. Et il me répondait instantanément. Après, il y a eu une coupure de téléphone avec l'histoire qui est arrivée avec sa dame de compagnie. Mais la dernière fois que j'ai eu au téléphone, enfin l'avant-dernière fois, il voulait venir dîner chez moi un plat de pâtes qu'on a fait. Et le lendemain ou le surlendemain, je l'ai appelé et il m'a dit bon rappelle-moi. Et je lui dis si tu veux, mais pourquoi ? Parce que comme ça on se parlera. Et je lui dis je t'aime. Et c'est le dernier mot que j'ai pu lui dire, je t'aime. Et quand j'étais à Douchy là pour son enterrement, c'était pour moi bouleversant parce que j'ai réellement perdu quelqu'un de ma famille. C'était affreux de dire ça. Et quand je l'ai vu sur son lit de mort, nous étions très peu nombreux. Je vous jure que ça m'a fait un effet absolument incroyable, car en plus il était beau. Il était beau. Il était serein. Il était serein, il était beau. Moi j'ai eu l'impression qu'il allait me parler. C'est quand même incroyable de dire ça, mais c'est strictement la vérité.
Donc voilà, donc tout ça est bouleversant et j'espère que cette soirée, là, le 8 novembre, au Palais des Congrès, va être un souvenir incroyable pour tout le monde. Et je remercie encore Thierry Chabot et Norbert Saada d'avoir pensé à moi et à la Fondation Recherche Eiselmer, parce que c'est vrai que ça a un sens. Moi, j'aime bien dans la vie les choses qui ont un sens. Il était le président d'honneur pendant 20 ans et aujourd'hui, ce spectacle va être dédié à la Fondation. C'est cohérent, Et oui. c'est cohérent. Et justement, au cours de ce ciné-concert, il y aura des surprises, Norbert Saada. On pourra notamment entendre une chanson inédite d'Alain Delon, signée Didier Barbelivien. Écoutons-la tout de suite. Il pleut sur Paris. Et moi, je me souviens de Cannes. Ça s'appelle Cannes. Cannes, la ville du cinéma. J'ai découvert par hasard en faisant l'émission de La Didier. ville lumière. Petit déjeuner sur la terrasse du Carlton. Les croissants chauds, ensoleillés. Quelques starlettes de ci, de là. Cannes, la ville du cinéma. Cannes, Norbert Saada, Vous avez Véronique passé de votre vie à Villèle. Cannes, Norbert. Quelle est la genèse de cette chanson? Racontez-nous. Je faisais une émission Europe numéro 1 avec Didier Barbelivien, que je connais depuis très très longtemps, depuis ses débuts. Et il me dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, voilà, je t'en parlerai à la rentrée. Donc je suis bon, ça m'est sorti de la tête. Et puis en septembre, il m'appelle, il me dit, bon alors maintenant tu es prêt pour la surprise? Je lui dis oui. Il me dit, il me raconte l'histoire. En fait, il avait voulu faire c'est pas en fait une chanson, c'est plus qu'une sorte De D'un slam. poème et ouais. tout. Ouais. Il a dit, j'ai écrit un truc pour Alain. Il est venu au studio. Je pensais qu'on me mettrait très longtemps pour l'enregistrer parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se rattraper. Il n'y a pas refrain, parole, refrain. Non. Il m'a dit, c'est un truc très spécial. Et il y avait Berenbaum au piano qui jouait du Litz. Et Alain a fait du premier coup. Ouais. Et après, le truc, c'est pas sorti. Donc il m'a dit, Didier, si tu veux, on le fait, on le met Pendant le au concert du spectacle novembre. et on va mettre des images d'Alain à Cannes derrière. Donc il y aura les images d'Alain à Cannes et il y aura le texte d'Alain. Et puis on terminera par Alain recevant sa palme d'or à Cannes et ce sera la fin du spectacle. Ah, ce Véronique sera la de fin, Villèle, ouais. j'imagine que quand vous avez écouté cette version, elle a dû vous bouleverser parce qu'il est bouleversant. Ah bah oui, d'abord les paroles de Didier Barbelivien sont magnifiques, mais c'est d'avoir mis la voix d'Alain et d'avoir fait cette seule prise, ce qui est franchement incroyable. Mais les paroles sont bouleversantes. Je pense que comme ça va être la fin du spectacle, je crois que les gens vont être vraiment qui prévoient des mouchoirs, comme on dit quelquefois. Ils vont Franchement. prévoir des mouchoirs. Mais je rappelle quand même qu'on a entendu Alain Delon qui ne chante pas dans cette chanson culte de Dalida. Paroles et paroles et paroles. Où il a fait mais je t'aime et tout ça. Non, c'était pas mal. Je sais pas, il en a fait d'autres d'ailleurs. Non, il a chanté comme au cinéma au début. Il a chanté un autre disque dont j'ai oublié le titre, qui n'est pas sorti. Et il a dû en faire 3 ou 4 fois. Il aimait ça, mais enfin bon, c'est Oui, pas c'est pas son chanteur, métier hein. d'être chanteur. C'est Voilà. pas Aznavour. Non, voilà. Et oui, et pourtant, C'est pas Charles, hein. il avait une très belle C'est voix, pas Alain Charles. Delon. Alors, autre surprise, c'est Daniel Guichard qui sera présent sur scène. Donc, ce sera plus une surprise, chers auditeurs. En fait, parce que Et chaque fois que Daniel Guichard chantait, que j'étais avec Alain, il avait les larmes aux yeux. Et il me disait que c'est fou, ça me bouleverse cette chanson, mon vieux. vrai. Donc quand il y a eu ce spectacle, j'ai appelé Daniel, je ne l'avais pas vu depuis 30 ans, au moins, ou 40 ans. J'ai dit, Daniel, ça serait formidable si tu venais chanter la chanson pour Alain. Il m'a dit, je viendrai, il est venu, il vient. On va l'écouter tout de suite sur Sud Radio. Dans son vieux par-dessus râpé, Jean Ferrat qui a écrit. il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, Et ça me- Elle vous bouleverse cette chanson, André Ouais, Berkoff. ouais. Moi, Ouais. j'écoute mon vieux, moi je chiale. Vraiment, moi aussi. Et voilà, mais moi, je suis plus vieux que vous tous, donc c'est normal. mais, hein. Je suis un vétéran mais par c'est, rapport à vous. Hein. Alors, Véronique de Villèle, il faut le préciser, Alain Delon a eu des rapports effectivement compliqués avec ses parents. Et pour cause, il avait 4 ans quand ils l'ont placé dans une famille d'accueil à Fresnes après leur séparation. Cet abandon, cette blessure, est-ce qu'il l'a surmonté ou il n'a pas réussi à la surmonter? Dites-nous.
Moi, je pense qu'il l'a surmonté parce que d'abord, il a été très entouré à cette période-là, qui est une période difficile pour un enfant d'être pas abandonné, mais séparé de ses parents. Mais il l'a surmonté très vite. Et puis, ce qui est un peu, plus tard, c'est quand il a décidé de partir en Indochine. Donc là, il avait déjà passé le cap de l'enfance un peu compliqué, un peu. 17 ans quand il est parti en Indochine. Pardon ? Il avait 17 ans à peu près quand il est parti, voilà, effectivement. Exactement, absolument, exactement. Mais bon, moi je trouve que tout ce qu'il a fait dans sa vie, finalement, est exemplaire. Et c'est pour ça qu'il est connu comme ça dans le monde entier, quand Alain Delon arrive dans un endroit, que ce soit un restaurant ou le hall d'un hôtel, les gens se figent, on ne parle plus, il crée cette espèce d'ambiance incroyable. Moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose avec lui, c'était pour la dédicace d'un livre d'une amie commune qui travaillait à France 2 avec Laurent Delahousse. Et quand on est arrivé dans l'endroit où était cette dédicace, il y avait un bruit, un brouhaha, les gens buvaient, et tout d'un coup, silence total. Ça, c'est la dernière fois que j'ai fait une sortie avec Alain, et c'est pas très vieux. Mais moi, j'attends impatiemment, franchement, cette soirée là, du Palais des Congrès. Le 8 novembre. Voilà. Ouais. Et puis, de toute façon, il y aura toujours les films d'Alain Delon, et il sera toujours là. Est-ce qu'il reste des places pour ce spectacle? Les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent peuvent réserver, ouais. Oui, il en reste encore. Il en reste un peu. On n'a pas dit un mot sur... je lancerai cette soirée sur scène avec Nicole Calfan. Nicole Calfan, qui est une amie que j'aime beaucoup, très bonne comédienne, et qu'Alain adorait, et qui a fait des films avec lui, dont Borsalino. Donc voilà, c'est Nicole et moi qui allons faire l'ouverture de ce spectacle le 8 novembre au Palais des Congrès. Merci Véronique de Villèle d'être venue sur Sud Radio. Norbert Saada dans un instant. C'est à Charles Aznavour que nous allons rendre hommage à l'occasion donc de son centenaire. Un spectacle exceptionnel aura lieu à Paris, donc au Palais des Congrès, et ce le 23 novembre. Vous le coproduisez avec Thierry Chabreau et Micha Aznavour qui en assure aussi la direction artistique. L'immense Charles Aznavour. L'immense Charles, effectivement. Et Micha Aznavour donc sera avec nous dans un instant sur Sud Radio pour nous en parler. À tout de suite, on vient après cette petite pause. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. Vous voyez déjà en haut de la... Bande-annonce du spectacle symphonique sur Charles Aznavour, André Berkoff, qui aura lieu le 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Cet événement exceptionnel qui sera présenté par Michel Drucker se fait sous la direction artistique de Micha Aznavour, donc qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Micha. Bonjour. Alors cette année, votre papa aurait eu 100 ans. S'était-il imaginé centenaire? Ah oui, il s'était tout à fait imaginé centenaire, et ça me fait toujours rire parce que parfois avec sa sœur, alors Aïda, elle disait oui, moi ce que j'ai surtout envie c'est d'avoir 101 ans pour dire que j'ai vécu un siècle. Et mon père, il disait des trucs comme 100 ans, puis il a été un peu pensif, il disait bon, alors à 100 ans, je ferai plus que 3 dates par mois. Alors moi je disais comment ça, que 3 dates, mais attends, on va pas commencer à travailler nous à notre âge. Non, tu feras tes 25 dates par mois comme avant. Exceptionnel. À tel point il y croyait. On déjeune avec Michel Drucker et lui, et il dit à table, qu'est-ce qu'avec une idée pour moi pour mes 100 ans? Alors Michel Drucker lui dit, ce serait bien la Tour Eiffel. Et il dit, ah non. Il dit, pourquoi non? Il dit, Johnny l'a déjà fait. Ah, extraordinaire. Mais il a été sur scène, on peut le dire, jusqu'à la fin de sa vie. Donc il est mort à 94 ans, on le rappelle. Et 11 jours avant son décès, il donnait un concert à Osaka et à Tokyo. Norbert Saada, donc on le précise, Charles Aznavour, c'était votre ami. Est-ce qu'on peut dire que cette tournée au Japon, Micha, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle a été cette tournée de trop ou pas? Je dirais pas de trop, mais je pense que ça l'a beaucoup fatigué. Mais de toute façon, il pouvait pas rester en place. Donc, je sais que ça a commencé un peu tôt, où on s'inquiétait pour lui. Ça a commencé la dernière année. En fait, ce qui, je pense, a commencé à le fatiguer, c'est quand il est tombé à Mouriès et qu'il s'est cassé le bras et qu'il est resté immobilisé pendant 6 mois. Il était tellement speed qu'en fin de compte, il supportait pas. Il supportait pas. Et non, je pense pas que c'est la tournée de trop, parce que de toute façon,
je pense qu'il disait toujours, il voulait pas mourir en scène comme Molière, mais il voulait mourir en activité. Donc voilà, de toute façon, il était comme une locomotive lancée à pleine vapeur qui peut pas s'arrêter. Non mais même s'il n'est pas mort sur scène, c'est vrai, c'était Je veux mourir sur scène avec les projecteurs. Oui. C'est quelqu'un qui ne se serait jamais arrêté, quoi. Non, il voulait pas jamais. Il disait la retraite, je n'y ai même jamais pensé. Non, mais en plus, je pense quand même que depuis l'âge de 9 ans, il travaillait. Donc c'est inscrit dans son ADN, en fait, d'être un support familial, d'être le support de tout un clan. Et je pense pas qu'il pouvait s'arrêter. Ah oui. Et au Japon, donc, il a donné effectivement plusieurs concerts. Il était vraiment une star dans ce pays. Moi, je veux dire une chose qui est vraie. Avant qu'il parte au Japon et tout, j'avais dit à Charles, écoute, vraiment, tu es fatigué, tu passes ton temps à aller Paris, Tokyo, Brésil. Je dis, mais quand même, tu as plus 18 ans. Il m'a dit, mais tu sais, je viens d'annuler l'Australie. Ben, heureusement que j'ai annulé l'Australie. Et à ce moment-là, il me dit, le Japon, finalement, je sais pas si j'y vais ou j'y vais pas. Il me rappelle, il me dit, j'y vais. Bon, c'est Osaka. Donc il va, il est à Osaka, il revient. J'étais content, il m'a dit Norbert, j'ai eu toute la salle debout. Rien que pour ça, j'ai bien fait d'y aller. Ça n'a pas de prix, ça, pour un chanteur. Et oui, et ce qui l'étonnait justement, il avait déclaré ceci à l'époque, il dit par rapport au Japon et aux Japonais, il dit c'est étonnant de voir des gens qui ne comprennent pas un mot de français et qui réagissent aussi merveilleusement à mes chansons. Il n'y a pas un autre pays au monde où on accepterait d'écouter pendant 2 heures un type qui ne s'exprime qu'en français. Il aimait vraiment ce pays, il avait même raconté dans les interviews qu'il aurait pu vivre même dans ce pays. Ah ouais. Mischa Aznavour, ouais. Oui, enfin, alors je sais pas, oui, j'apprends un truc, je savais pas qu'il pouvait vivre. Mais je pense que mon père, il pouvait. On partageait ce point commun, c'est que nous, en fait, dès qu'on arrivait dans un endroit, on s'imaginait vivre. Oui. Moi, je vous m'emmenais à Budapest un week-end. Je suis là, je commence à regarder un peu les maisons, les appartements. Je vivrais peut-être là. Tiens, ce parc, c'est pas mal pour promener mes animaux. Donc, je pense qu'en fait, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il dit qu'il pourrait vivre au Japon, c'est qu'il aurait pu vivre partout où il voyageait. Il s'imaginait à un moment donné s'y installer. Eh oui, c'est ça. Non, mais par rapport à ça, ce qui est étonnant, c'est aussi les langues. Il parlait, il chantait dans. Ah oui, il a chanté dans 9 langues différentes, italien, espagnol, allemand, arménien, napolitain, russe. Et à la fin de sa carrière, il a même chanté en kabyle. Et bien entendu, il a chanté en anglais cette sublime chanson She. Qui est devenu un succès par hasard, à cause de l'Angleterre, tu te rends compte? À cause d'un film anglais, alors qu'on la connaissait pas en France. On la connaissait pas en France, mais Norbert, c'est magnifique. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings. Alors cette chanson, il l'a chantée avec succès effectivement dans de nombreuses langues dans le monde entier, mais seule la version française en quelque sorte n'a pas pris. Non, parce qu'au départ, il m'avait dit c'est quand même extraordinaire, je fais une chanson, on ne parle pas en France, ça devient un succès parce que c'est dans un film en Angleterre. Et c'est vrai que c'est parti de l'Angleterre le succès de She. Eh oui. Mais Mischa Aznavour, on a dû vous poser cette question 100 000 fois. C'est quoi, je veux dire, est-ce que Charles Aznavour faisait peser ou pas du tout le fait que, célèbre chanteur international? Vraiment pas, non mais vraiment pas. Non, en fait, je pense que mon père, il travaillait très 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 dur pour nous, pour ceux qui l'aimaient. C'est pour ça que quand je vois les gens qui disent que mon père c'était un homme d'argent, il n'a jamais vraiment eu d'argent. En fait, tout son argent, il le dépensait pour les gens qu'il aimait. Il aidait beaucoup de gens sans s'en vanter. Il avait déjà toute une tribu. On était 4 enfants plus des sœurs et des amis à qui. Donc en fin de compte, il y avait un clan presque. Enfin, pas vraiment un clan, parce que le clan c'était vraiment très familial. Mais en fin de compte, en fait, ce qu'il voulait, c'était qu'on soit heureux. Lui, en fait, sa passion, c'était le travail, c'était ce métier-là. Donc, c'était une passion qu'il avait, où on était tout à fait admis, où en fait, on pouvait aussi partager avec lui. Mais après, sorti en fait des studios et de la scène, il n'était pas en train de se regarder le nombril et de se prendre pour Aznavour, en fin de compte. Il était en fait, il était
multi-personne en fait. Déjà, il est Gémeaux, pour faire un peu d'astrologie, donc il est déjà double personnalité. Et en fait, dans cette double personnalité, je pense qu'il y avait tout un côté artiste, chanteur, nanana, ce côté que je vois dans le film où parfois il s'énervait, nanana. Dans la maison, c'était assez rare en fin de compte. C'était quelqu'un de plutôt paisible. Alors le Palais des Congrès de Paris, on peut dire que c'était une salle fétiche pour votre père, Michel Aznavour. Parlez-nous à présent donc de ce ciné-concert qui va lui rendre hommage. Que va-t-il mettre en scène, ce show ? Alors, on est tombé d'accord avec Thierry Chabreau, avec Norbert Saada, avec mon frère Nicolas, qui lui aussi, en fait, fait aussi... en fait, dans la famille, on a chacun, en fait, des projets. Ouais. Et en fait, pour pas en fait empiéter sur le travail des autres et qu'en fin de soit ça va à rien en fait de faire un spectacle. Nous, on a décidé avec Thierry et Norbert de faire un ciné-concert parce que les gens connaissent beaucoup Aznavour comme chanteur et comme film, bon, ils ont vu peut-être 1, 2, 3 films peut-être, alors qu'il a quand même tourné 100 films. 100 films. À peu près, une centaine de films. Et oui, tiré sur le pianiste de Truffaut, Un taxi pour Tobruk de Denis. Et 100 films, mais c'est vrai qu'on retient. Oui, 100 films, personne pense que Aznavour a fait 100 films. Oui, parce qu'il y a, après il y a des films qui étaient d'époque, il y a Chercher Lidl, il y a je sais pas, Les Grands Aventuriers, il y a le Rat d'Amérique, qui sont des films un peu... Le Chevalier avec Chabrol, il en a fait un paquet. Ouais, c'est vrai. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était faire quelque chose de très personnel. Moi, j'ai fait un texte très personnel, un peu poétique pour faire les liaisons. Et en fait... montrer en fait la richesse en fait de sa carrière. Enfin, une espèce de biographie, la vie d'Aznavour, un peu. C'est le fil rouge, c'est quoi ? Le fil rouge, c'est plus. Je peux pas dire que c'est vraiment autobiographique parce que les gens à la fin connaissent en fait à peu près que ses parents étaient arméniens, qu'il a galéré. C'est pas vraiment ça. Moi, je me suis en fait dirigé vers un truc un peu plus ce que moi je sais faire. C'est que moi, je suis en fait un poète. Donc en fait, ce que je sais faire, c'est écrire de la poésie. Je sais rien écrire d'autre. Donc en fait, j'ai fait un texte en fait un peu poétique autour de là en conséquence de mon père, mais en fait d'un fils et de son père, parce qu'en fin de compte que notre père en fait soit un grand artiste ou un truc, on a toujours en fait des choses qu'on aimerait mieux connaître de nos parents. Bien sûr. Et j'avais envie que ce soit un peu plus universel. Et qui chante, c'est lui qui chante ou il y a d'autres? Oui, c'est lui qui chante. C'est les chansons, c'est lui. Après, on a quelques invités. Mais ça sera pour Paris, une surprise en fait pour Paris, pour le public parisien. On a Alain Chamfort qui va faire sa jeunesse. On a Sylvie Vartan qui vient chanter La plus belle pour aller danser. On a Antoine Delier. On a Thomas Dutronc. Oui. Et oui, alors justement, on va écouter tout de suite Charles Aznavour qui chante sa jeunesse sur Sud Radio. C'est ma chanson préférée. C'est sa chanson préférée. Richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir. Norbert Saada, c'était, vous nous le disiez, sa chanson préférée, c'est ça? Moi, c'était ma chanson préférée. Et quand j'étais en Tunisie, j'ai acheté mon premier disque d'Eka, d'Aznavour. Je ne le connaissais pas encore. Je l'écoutais toute la journée. Et quand j'écoute Aznavour chanter ça, je me dis quand même, je ne vais pas dire qu'on va passer pour des vieux cons, mais franchement... C'est une autre époque, hein, la chanson française. Je m'excuse. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça. Par rapport à quelque chose qui n'existe pratiquement plus. Oui. Quand on écoute les chansons d'Aznavour, en tout cas plusieurs, il raconte une histoire. C'est ça qui est formidable. Voilà. Il commence, vous voyez, la bohème, que ce soit Chabit. On la voit en image, Si tu veux, mais l'histoire se clôt. Oui, c'est ça qui va. En 3 minutes, il te raconte une histoire, il te donne le décor, la bohème, c'est formidable, parce que il te raconte l'histoire, voilà comment c'était, voilà comment c'est devenu. C'est-à-dire que c'est un des rares, il y en a les grands, c'est ça. C'est qu'ils te font véritablement une histoire en 3 minutes et à clos. Et je trouve ça fabuleux chez Aznavour. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Pas beaucoup, en tout cas. Michel Aznavour, que vous a raconté votre père de son enfance, de sa jeunesse? Non, il se livre pas beaucoup et en fait j'ai dû fouiller par moi-même et chercher par moi-même et peut-être deviner à travers les mots et en ressentant ses émotions quand il me parlait de certaines choses banales
comprendre en fait qui il a été dans sa jeunesse, mais en fait il se livrait pas trop sur, il n'était pas du tout passéiste et le passé c'était le passé, il aimait pas trop en parler. Et oui, et de ses débuts difficiles, de sa rencontre avec Piaf, est-ce qu'il vous en parlait non plus, non? Non, il évoquait que c'était des bons souvenirs, des choses très très légères, mais en fait, il n'était pas là assis dogmatiquement en train de nous dire oui, voilà ce que j'ai fait. Ça, voilà ce que j'ai vécu. Enfin, ça, c'est pour les journalistes et pour les gens en fait qui venaient, mais dans sa famille, en fait, il nous en parlait, bien sûr, il l'évoquait, mais en fait, jamais il nous a assis là en nous disant bon, asseyez-vous là, je vais vous raconter ma vie. Eh oui. Raconte, bon, quand même, raconte. En tout cas, il y a une chanson. Il n'a raconté à personne d'ailleurs. Hein? Non, alors moi, juste un mot quand même, parce que on évoque, je l'ai rencontré à plusieurs reprises chez Eddie Barclay, oui. Et un jour, je me rappelle, on a déjeuné tous les deux. Et une chose, alors moi, ça m'a frappé. Il a pris le temps. Et il m'a dit, vous savez, on parle de la chanson, etc. C'était donc il y a 20 ans à peu près, ou même non plus que 30, 40 ans, 30 ans. Et il disait, vous savez, ce qui compte, c'est le travail. Et il disait, moi, c'est au début, on disait, bah ouais, mais toi, il m'a dit comme ça, je me rappelle, avec ta gueule, avec ton truc, tu n'arriveras à rien, quoi. Bon, écris pour les autres, t'es un formidable, mais toi, rien. Et il m'a dit, moi je savais que je ferais, mais il m'a dit, si les gens ne savent pas qu'il faut le boulot avant, il faut faire le travail avant, rien ne se fera. Ça m'avait frappé, ça. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Il a travaillé tout le temps, toute sa vie, toute la journée à écrire des chansons, à écrire des textes, toute sa vie. Eh oui. Et il y a une chanson qui l'a propulsé, c'était le 12 décembre 1960, il se produit à l'Alhambra. Vous racontez cette anecdote dans votre livre, Norbert Saada, parce que vous avez assisté à ce spectacle. C'est un hasard de la vie, son meilleur ami c'était Ted Lapidus. Ouais. Et j'avais connu Charles par hasard. Et on s'était liés d'amitié, alors je n'étais même pas dans la musique. Et il me dit, viens à la première, je viens avec Ted Lapidus. J'arrive dans sa loge, il y avait Ted Lapidus, je me rappelle, il faisait long en large, tellement il était très nerveux. Et Charles m'avait dit, ce soir, c'est la dernière fois que je m'énerve. Ah ouais. Puis, quand il est sorti de scène, il a chanté Je me voyais déjà. Ouais. Mais tu peux pas savoir, je lui ai, pendant 20 secondes, il m'a dit, personne n'applaudissait. Il s'est dit, bon, c'est cuit, j'arrête de chanter, c'est pas la peine. 15-20 secondes, mais ça paraît court, hein, mais c'est très très long. Ouais. Et pendant les 15-20 secondes où il se tourne... Il y a eu du silence, quoi. Ouais. Il m'a dit, j'ai pensé ça pendant un moment. Et puis devenu star, après ça, c'était fini, on n'a plus rattrapé. Hein. Eh oui, écoutons tout de suite sur Sud Radio, je me voyais déjà cette fameuse chanson qui l'a propulsé en haut de l'affiche. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Et oui, après ce soir du 12 décembre 1960, Norbert Saada, Charles Aznavour ne quittera plus ce haut de l'affiche. Une question, s'il n'avait pas rencontré Piaf, est-ce qu'il aurait eu cette immense carrière, selon vous, Micha? Oui, je pense qu'il était destiné. Il avait déjà Raoul Breton, il avait quand même le plus grand éditeur français qui le suivait. Donc ça a été oui, il serait arrivé de toute façon. Norbert Saada? Moi, je pense pas, le peu que je sais, j'en ai parlé souvent avec lui, je pense pas qu'il Piaf ait eu une influence dans sa vie. D'ailleurs, il m'a raconté une histoire drôle un jour, parce que Piaf, tu voulais toujours lui prendre ses chansons. Et un jour, il a écrit une chanson pour elle, c'est Jouer les dimanches. Elle lui a dit, j'aime pas. Eh oui. Donc il a fait enregistrer par Gréco. Elle est arrivée furieuse. Elle a dit à Charles, qu'est-ce que tu fais avec cette traînée machin de Saint-Germain et tout. Et elle était tellement énervée qu'elle a voulu l'enregistrer elle aussi. Et après. ça a lancé Piaf, ça a lancé Gréco. Oui. Je les dimanches. Oui. Mais c'est pas Piaf qui a lancé Charles. Charles, il était secrétaire de Piaf. Il n'était pas. Oui, non. Mais elle l'a beaucoup coaché. Elle avait une sacrée influence sur lui, Micha. Je pense pas qu'elle l'a coaché. En fait, comme disait mon père, en fait, avec Edith, c'est comme mon père, en fait, s'il fallait traîner avec elle et prendre, en fait, ce qu'il y avait à prendre. Mais elle était pas là en train de lui dire, chante comme ci, chante comme ça. Je pense qu'elle a coaché peut-être plus les hommes avec qui elle était, qui étaient ses maîtresses. Mais mon père, en fait, il a eu en fait l'intelligence d'être autour d'elle et de regarder. C'était quelqu'un de très curieux. C'était un grand observateur. On le voit dans ses chansons. Et je pense que c'est comme ça qu'il a appris en fait avec Piaf. Micha Aznavour et Norbert Saada, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va continuer de rendre hommage au grand Charles. À tout de suite. Au bras d'une star, l'hiver dans la neige. Charles Aznavour. Tu
chantes et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. On va devoir partager le dîner. Et... Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien décidé. Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix. Et ta voix, elle est voilée. Je veux faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons. Eh oui, bande-annonce de Monsieur Aznavour, le biopic de Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui est actuellement au cinéma. C'est Tahar Rahim qui joue le rôle de votre père, Micha Aznavour. Vous l'avez vu ce film, qu'en avez-vous pensé? Je l'ai vu en avant-première à Genève, je n'ai pas fait l'avant-première à Paris. Mais oui, j'ai été très très ému, surtout par l'interprétation de Tahar. Il y a des moments, surtout autour de 40-45 ans, où c'est franchement incroyable. C'est franchement incroyable parce que en fait, dans la gestuelle, dans tout ça, dans la voix. Ah oui, il est impressionnant. Ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors ensuite, c'est tout. Ça reste un film, en fait, pour moi, ça reste un film sur mon père. Je pense pas qu'on aurait pu approcher mieux en fait dans un film, mais ça reste en fait, je vois quelqu'un qui joue mon père, donc c'est automatiquement, je suis pas, en fait, c'est pas un moment où c'est pas mon père en fait, oui, mais vous avez aimé le film? J'ai adoré le film, j'ai vraiment adoré le film. Ouais. Moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est de découvrir les liens d'amitié entre les parents de Charles Aznavour et le couple de résistants Méliné et Missak Manouchian. Ils les ont cachés pendant la guerre. Cette scène est bouleversante. Oui, en fait, je pense qu'on voit bien en fait tout cette effervescence autour dans sa jeunesse. C'est ça qui l'a construit. En fait, et je trouve que le film en fait est intéressant parce qu'en fait on approche les gens connaissaient mon père à partir de 60 ans. Pour la génération d'aujourd'hui, c'était déjà en fait un vieux monsieur. Donc de voir en fait toute cette énergie en fait qu'il a déployée pour réussir. Et puis aussi c'est un film d'espoir pour la génération d'aujourd'hui, pour dire qu'en fait avec du travail, et en fin de compte, on peut arriver à tout. C'est ça qui est merveilleux. Alors, Micha Aznavour, aujourd'hui, vous perpétuez l'œuvre et l'histoire de votre père à travers l'association Aznavour pour l'amour, dont vous êtes le fondateur et président. Quelles actions particulières menez-vous à travers cette association? Alors moi, c'est plus modeste que la fondation. Nicolas, c'est vraiment de l'humanitaire, c'est merveilleux ce qu'ils font en Arménie. Moi, c'est vraiment plus culturel. J'ai en fait pris le prix Aznavour pour les mots d'amour. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de défendre de mon père, c'est l'amour, parce que je pense que mon père, en fait, tout autour de lui tournait autour de l'amour, en fait. Son écriture, les chansons, la vie, les rencontres, en fait, tout a été fait par amour. Et c'était important aussi pour sa mémoire de le diriger aussi. Il a quand même été un auteur, même si c'est un auteur de chansons. Il avait comme un petit complexe, il se sentait pas à la hauteur des grands littérateurs de notre temps, alors que je pense qu'il l'est. Même si c'est dans même si c'est dans un format de chanson, à la fin, en fait, il y a autant de magie et de beauté que dans un beau roman. Vous parlez de complexe, effectivement, parce qu'il avait arrêté l'école à 9 ans. Est-ce que ça a été, il l'a vécu un peu comme un handicap à une époque? Oui, il l'a vécu comme un handicap, parce que heureusement, il était très très curieux. Il était très travailleur, il était très curieux, il était plein d'espérance. C'est les 3 fées qui se sont posées sur son berceau et qui lui ont donné ses dons. Et du coup, en fait, avec sa curiosité, il n'a jamais eu peur de demander aux gens, en fin de compte, quand il a rencontré Cocteau, une liste de livres, quand il a rencontré des intellectuels, des écrivains, des acteurs, des pièces de théâtre. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas complexé. Il était complexé pour lui, mais il n'était pas complexé d'aller demander de l'aide. Voilà, et de dire, je ne connais pas ça, j'ai envie d'apprendre. Norbert Saada, si vous aviez en une phrase définir Charles Aznavour, vous diriez quoi? Un immense artiste, à tout point de vue, qu'on n'a pas remplacé, que je ne pense pas qu'on va remplacer demain. Et je pense que ça sera quelqu'un qui va laisser une marque indélébile dans l'histoire de la chanson française, même mondiale. Quand vous allez en Amérique, ils connaissent Charles Aznavour. Moi, je me rappelle, un jour, je suis allé au Paraguay et je cherchais des disques à l'aéroport, il n'y avait que Charles Aznavour. Je me dis, mais ils ne connaissent pas d'autres chanteurs ici? Non, Charles Aznavour. Et donc, c'est chanteur paraguayen. Norbert Saada et Micha Aznavour, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que le spectacle en hommage à Charles Aznavour aura lieu donc le 23 novembre au Palais des Congrès de Paris. Et dans cette même salle, le 8 novembre,
novembre, Alain Delon sera célébré à travers un ciné-concert symphonique. N'hésitez pas à réserver, il reste encore des places, chers auditeurs de Sud Radio. Allez sur le site du Palais des Congrès. Voilà, tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.